Désespérée de sauver son père malade et sa mère affaiblie, elle affronte le mépris d'un homme d'affaires impitoyable. Même humiliée et accablée, elle révèle un talent mécanique aussi rare que son courage. Et sans s'en rendre compte, elle devient l'engrenage manquant pour faire avancer non seulement une machine, mais toute une conscience. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, là où autrefois résonnait le cliquetis des métiers à tisser, vivait la petite Mathilde Bonnet. À 8 ans seulement, elle habitait avec ses parents, Lucien et Émilie, dans un modeste appartement des Canuts, ces logements ouvriers typiques du quartier. Les fenêtres hautes laissaient filtrer une lumière généreuse qui éclairait leur vie simple mais digne. Lucien travaillait depuis 15 ans dans l'usine textile Rochambeau, la plus importante de la région, dirigée d'une main de fer par M. Étienne Rochambeau, un industriel aussi riche qu'impitoyable. Chaque matin, Mathilde observait son père partir, sa gamelle à la main, le dos déjà courbé malgré ses 40 ans. Elle admirait cet homme qui lui racontait le soir avec passion comment fonctionnaient les immenses métiers à tisser automatique qu'il entretenait. Lucien avait toujours eu un don pour la mécanique, une intelligence intuitive des rouages et des engrenages qu'il transmettait à sa fille lors de ces moments précieux où il réparait les objets cassés du voisinage. « Tu vois, ma Mathilde ?» expliquait-il en démontant le vieux réveil de Madame Fournier. « Chaque pièce a sa raison d'être. Rien n'est laissé au hasard. C'est comme la vie. Tout s'imbrique et tout a un sens. » Mathilde buvait ses paroles, ses grands yeux noisettes captant chaque geste, chaque explication. Elle mémorisait tout avec une facilité déconcertante pour son âge, posant des questions qui surprenaient même son père. Ce jour-là, un mardi de novembre, la pluie battait les pavés lyonnais sans relâche. La famille avait économisé pendant des mois pour remplacer leur vieille cuisinière à gaz. Un investissement considérable, mais nécessaire pour affronter l'hiver rigoureux qui s'annonçait. L'appareil venait d'être livré, et Lucien prévoyait de l'installer le week-end suivant. Mais le destin en décida autrement. Cette nuit-là, alors que la ville dormait sous un ciel d'encre, des bruits suspects réveillèrent Lucien. Quelqu'un tentait de s'introduire dans leur modeste logement. Dans l'obscurité, il se leva précipitamment pour protéger sa famille et leurs maigres possessions. La confrontation fut brève mais violente. Dans la lutte, Lucien chuta lourdement contre le rebord de la cheminée. Les intrus prirent la fuite, mais le mal était fait. Émilie, tremblante, alluma la lumière pour découvrir son mari gisant au sol, le visage crispé par la douleur. « Papa !» s'écria Mathilde, accourant en chemise de nuit, ses tresses défaites par le sommeil agité. Les voisins, alertés par le bruit, se précipitèrent pour aider. Monsieur Thibault, ancien infirmier militaire habitant le palier du dessous, examina Lucien avec gravité. Plusieurs côtes cassées et peut-être des lésions internes, diagnostiqua-t-il. Il faut l'emmener à l'Hôtel-Dieu immédiatement. L'ambulance traversa les rues désertes de Lyon, sirène hurlante, emportant Lucien vers l'imposant hôpital au bord du Rhône. Mathilde et sa mère suivirent dans la voiture de M. Thibault, la petite serrant contre elle la casquette usée de son père comme un talisman. Les heures qui suivirent furent interminables. Dans la salle d'attente austère, Émilie tentait de dissimuler son angoisse, mais Mathilde percevait la peur dans ses yeux rougis. Quand enfin le médecin vint à leur rencontre, son expression était grave mais rassurante. Monsieur Bonnet souffre de 4 côtes fracturées et d'une contusion pulmonaire. Nous devons le garder en observation plusieurs semaines. Il ne pourra pas travailler pendant au moins 2 mois. Ces mots tombèrent comme une sentence. 2 mois sans salaire, avec les factures qui s'accumulaient déjà et le loyer en retard. Émilie chancela légèrement, s'appuyant au mur pour ne pas défaillir. « Nous ferons ce qu'il faut », murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour répondre au médecin. Les jours suivants furent marqués par une inquiétude grandissante. Émilie se rendit à l'usine Rochambeau pour expliquer la situation et demander un congé maladie pour son mari. Mais à son retour, son visage défait annonçait la catastrophe avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Ils l'ont licencié », lâcha-t-elle en s'effondrant sur une chaise. Monsieur Rochambeau a dit que l'entreprise n'était pas une œuvre de charité et qu'il avait besoin d'ouvriers opérationnels, pas d'invalides. Mathilde sentit une vague de colère l'envahir. Comment pouvait-on être aussi cruel? Son père avait donné 15 années de sa vie à cette usine, travaillant parfois 12 heures par jour, 6 jours sur 7. La situation s'aggrava rapidement. Émilie, déjà fragile depuis une pneumonie l'hiver précédent, commença à tousser de façon inquiétante. Elle avait économisé sur ses propres médicaments pour privilégier les soins de Lucien,
Les économies fondaient comme neige au soleil, et la perspective de ne pas pouvoir payer le loyer du mois suivant devenait une réalité terrifiante. Un matin, alors qu'Émilie sommeillait, épuisée par une nuit de toux, Mathilde prit une décision. Elle enfila sa robe la plus présentable, noua soigneusement ses tresses et glissa dans sa poche le petit carnet où son père notait ses astuces de mécanique. Sans réveiller sa mère, elle quitta l'appartement et se dirigea d'un pas résolu vers l'usine Rochambeau. Le bâtiment imposant se dressait près des quais de Saône, ses cheminées crachant une fumée grisâtre dans le ciel hivernal. Mathilde se faufila par l'entrée des ouvriers, évitant le regard du gardien, occupé à lire son journal. Dans l'immense hall résonnait le vrombissement assourdissant des machines. L'odeur de graisse chaude et de tissu se mêlait à celle de la sueur des travailleurs qui s'affairaient comme des automates. « Hé, petite, qu'est-ce que tu fais là » l'interpella une femme aux mains calleuses. « Je cherche Monsieur Rochambeau » répondit Mathilde, le menton relevé en signe de détermination. La femme eut un rire sans joie. « Le patron ?» Dans son bureau au dernier étage. « Mais tu n'y entreras jamais, ma mignonne. » Mathilde la remercia poliment et se dirigea vers l'escalier métallique qui serpentait le long du mur. À chaque palier, elle s'arrêtait pour observer les machines en action, reconnaissant celles que son père lui avait décrites. Au 3e étage, elle remarqua un attroupement d'ouvriers et de techniciens autour d'un immense métier à tisser silencieux. « C'est foutu », disait un homme en bleu de travail. « Ça fait 3 semaines qu'elle est en panne. Même les ingénieurs de Lyon n'ont pas réussi à la réparer. » « Rochambeau est furieux », ajouta un autre. « Cette machine a coûté une fortune, et sans elle, la production est ralentie de moitié. » Mathilde s'approcha discrètement. La machine ressemblait à celle que son père entretenait, mais en beaucoup plus imposante. Son regard exercé parcourut les mécanismes exposés, cherchant instinctivement l'anomalie. Elle poursuivit sa route jusqu'au dernier étage. Devant une porte en chêne massif, une secrétaire à l'air sévère tapait sur une machine à écrire. « Que veux-tu, petite ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Je dois voir Monsieur Rochambeau. C'est au sujet de mon père, Lucien Bonnet. » La secrétaire leva enfin son regard, examinant Mathilde avec curiosité. « Le patron ne reçoit pas les enfants, et encore moins la famille des ouvriers congédiés. S'il vous plaît, c'est très important, » insista Mathilde. « Mon père est à l'hôpital. Ma mère est malade et nous n'avons plus d'argent pour manger. » Au même moment, la porte s'ouvrit brusquement, révélant un homme de haute stature, au visage austère encadré d'une barbe poivre et sel parfaitement taillée. Ses yeux bleu acier se posèrent sur Mathilde avec froideur. « Qu'avons-nous là, mademoiselle Leroy ?» demanda-t-il d'une voix qui ne trahissait aucune émotion. « La fille de Lucien Bonnet, monsieur. Elle insiste pour vous voir. » Étienne Rochambeau considéra Mathilde un long moment, comme s'il évaluait une marchandise. « Entrez, petite, » dit-il finalement. « Vous avez 2 minutes pour m'expliquer ce que vous voulez. » Mathilde pénétra dans le vaste bureau, intimidée mais déterminée. Par la fenêtre, on apercevait toute la ville de Lyon, avec ses toits d'ardoise et, au loin, la basilique de Fourvière qui veillait sur la cité. Monsieur Rochambeau s'installa dans son fauteuil en cuir, alluma un cigare et attendit. « Monsieur, » commença Mathilde d'une voix claire malgré sa nervosité, « mon père a travaillé pour vous pendant 15 ans sans jamais manquer un jour. Il a été blessé en protégeant notre maison et maintenant, il ne peut plus travailler pendant quelque temps. Je suis venu vous demander de lui rendre son emploi quand il sera guéri. » Rochambeau souffla un nuage de fumée. « Les affaires sont les affaires, petite. Ton père n'est plus utile à l'usine dans son état, et je ne paie pas les gens à rester chez eux. Alors, dit Mathilde en rassemblant tout son courage, prenez-moi à sa place jusqu'à ce qu'il guérisse. » Un rire sec et condescendant s'échappa des lèvres de Monsieur Rochambeau. Il se leva de son imposant fauteuil et s'approcha de Mathilde, la dominant de toute sa hauteur. « Toi, à la place de ton père ? Et que pourrait bien faire une gamine de 8 ans dans mon usine ?» Il l'examina de haut en bas avec dédain. « Tu ne pourrais même pas soulever une bobine de fil. » Mathilde ne sia pas. « Je peux nettoyer, trier les fils, aider les couturières. Mon père m'a tout appris sur les machines aussi. Je sais comment elles fonctionnent. » L'industriel retourna derrière son bureau et consulta un dossier. « Lucien Bonnet ? Ah oui, l'ouvrier de maintenance. » Il referma le dossier d'un geste brusque. « Écoute-moi bien, petite. Cette usine n'est pas une garderie. J'ai des actionnaires, des délais de production et une réputation à maintenir. Je ne peux pas me permettre d'employer des enfants pour faire plaisir à ton père. Ce n'est pas pour lui faire plaisir, » rétorqua Mathilde, sa voix tremblant légèrement. « C'est pour qu'on puisse manger et garder notre appartement, et pour les médicaments de maman.
Quelque chose vacilla dans le regard de Rochambeau, une ombre fugace d'hésitation, vite réprimée. Il se tourna vers la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. « Mademoiselle Leroy !» appela-t-il sans se retourner. « Faites venir Monsieur Girard. » La secrétaire disparut et revint quelques minutes plus tard, accompagnée d'un homme trapu aux cheveux grisonnants, le contremaître principal. « Monsieur Girard, voici la fille de Bonnet. Elle prétend pouvoir travailler dans l'usine à la place de son père. » Le contremaître étouffa un rire. « Une enfant? Voyons, monsieur Rochambeau, vous n'y pensez pas? »« J'y pense précisément, » coupa l'industriel avec un sourire énigmatique. « Nous avons ce problème avec la nouvelle machine allemande, n'est-ce pas? Celle que personne n'arrive à réparer depuis 3 semaines. »« Oui, monsieur. Nous avons fait venir des experts de Paris, mais... » « Parfait. » Rochambeau se tourna vers Mathilde. « Voilà mon offre, petite. Tu prétends connaître les machines. Prouve-le. Si tu peux identifier le problème de ce métier à tisser que même mes ingénieurs n'arrivent pas à réparer, je reconsidérerai la situation de ton père. » Les yeux de Mathilde s'écarquillèrent. Elle savait, pour l'avoir entendu en montant, que cette machine était considérée comme irréparable. « Et si je réussis ?» osa-t-elle demander. « Vous reprendrez mon père quand il sera guéri. Et vous nous aiderez pour les médicaments de maman ?» Un sourire carnassier étira les lèvres de l'industriel. « Si, par miracle, tu réussis là où des experts ont échoué, je ferai mieux que ça. Je garderai ton père à son poste, avec son salaire versé pendant sa convalescence, et je m'occuperai personnellement des frais médicaux de ta mère. » Il marqua une pause. « Mais n'espère pas trop, petite. Cette machine vaut plus que ce que ton père gagnera dans toute sa vie. » Mathilde hocha solennellement la tête. « J'accepte. » Le contremaître les conduisit à travers l'usine jusqu'au 3e étage, où se trouvait la fameuse machine. C'était un métier à tisser automatique d'une complexité impressionnante, importé d'Allemagne à grands frais. Une merveille de technologie moderne qui devait permettre à l'usine Rochambeau de doubler sa production de soieries fines. « Voilà, » dit M. Girard. « Elle est arrivée il y a 1 mois. Elle a fonctionné parfaitement pendant 1 semaine, puis s'est arrêtée brutalement. Depuis, impossible de la faire redémarrer. Une dizaine d'ouvriers s'étaient rassemblés pour assister à cette scène incongrue. Certains ricanaient, d'autres regardèrent Mathilde avec pitié. L'industriel se tenait en retrait, bras croisés, savourant visiblement ce qu'il considérait comme une humiliation programmée. Mathilde s'approcha de la machine avec respect, comme on s'approche d'un animal majestueux mais blessé. Elle fit lentement le tour, observant chaque détail, chaque rouage visible. Son père lui avait appris à ne pas se précipiter, à prendre le temps d'écouter ce que la mécanique voulait lui dire. « Est-ce que je peux ouvrir les panneaux ?» demanda-t-elle. Le contremaître regarda Rochambeau qui acquiesça avec un sourire moqueur. Un ouvrier lui apporta une caisse à outils. Avec des gestes précis, elle commença à démonter méthodiquement les panneaux d'accès, exposant l'intérieur complexe de la machine. Ses petites mains agiles se glissaient là où celles d'un adulte auraient eu du mal à accéder. « Elle fait quoi, la gamine ?» murmura un ouvrier. « Elle joue à la poupée avec une machine à 300 000 francs, répondit un autre, provoquant quelques rires nerveux. Mathilde ne les entendait pas. Elle était plongée dans son exploration, appliquant chaque leçon que son père lui avait enseignée. Elle vérifiait les courroies, les poulies, les engrenages, cherchant une anomalie, un indice. Après 1 heure d'examen minutieux, elle se redressa et regarda vers le système hydraulique qui alimentait certaines parties de la machine. « Je peux voir les plans ?» demanda-t-elle. Monsieur Girard haussa les sourcils mais fit apporter les schémas techniques. Mathilde les étudia avec attention, son doigt suivant le tracé des circuits hydrauliques. « Il me faut une lampe plus forte, dit-elle, et un petit miroir. » On lui fournit ce qu'elle demandait. Elle se glissa alors sous la machine, dans un espace étroit où même le plus mince des techniciens aurait eu du mal à se faufiler. Pendant de longues minutes, on n'entendit que le bruit de sa respiration et le léger cliquetis des outils. « Monsieur Rochambeau !» appela-t-elle finalement, sa voix étouffée par la machine. « J'ai trouvé le problème. » L'industriel, qui avait commencé à s'impatienter, s'approcha. « Vraiment? Et quel est-il, ma petite génie ?» Mathilde émergea, son visage maculé de graisse, mais ses yeux brillants de certitude. « C'est une valve dans le système de pression hydraulique. Elle a une fissure presque invisible ici. » Elle tendit le petit miroir à Rochambeau qui se pencha pour regarder l'endroit qu'elle indiquait. « Je ne vois rien, » dit-il sèchement. « Utilisez la loupe, » suggéra-t-elle en lui tendant l'outil. À contre-cœur, l'industriel s'exécuta. Son expression passa de l'incrédulité au doute, puis à une surprise mal dissimulée. « Et en quoi cette prétendue fissure
empêcherait-elle toute la machine de fonctionner? Demanda-t-il sceptique. Parce que cette valve contrôle la pression dans tout le circuit principal, expliqua Mathilde. Quand la pression monte, la fissure s'ouvre légèrement et le liquide s'échappe. La machine détecte la chute de pression et s'arrête automatiquement pour se protéger. Un ingénieur s'approcha et vérifia à son tour. « Mon Dieu, elle a raison », murmura-t-il. « C'est tellement subtil que nous l'avons tous manqué. Cette valve est dans un angle mort des plans de maintenance standard. » Rochambeau restait silencieux, visiblement déstabilisé. « Très bien, » dit-il finalement. « Tu as identifié le problème. Mais cela ne sert à rien si la machine reste en panne. Cette pièce doit être fabriquée sur mesure en Allemagne et cela prendrait des semaines. » Mathilde réfléchit un instant. « On pourrait faire une réparation temporaire, » proposa-t-elle, avec de la résine époxy renforcée de fibres de verre. Papa l'utilisait pour réparer les tuyaux de la chaudière du quartier. « Ridicule, » trancha Rochambeau. « Cette machine de précision ne peut pas être rafistolée comme une vieille chaudière. »« Qu'avez-vous à perdre ?» intervint l'ingénieur. « La machine est déjà à l'arrêt. Si cela ne fonctionne pas, nous n'aurons pas empiré la situation. » L'industriel hésita, puis céda. « Très bien. Procurez-vous cette résine et essayez, mais je doute fort que cela fonctionne. » On envoya chercher les matériaux nécessaires. Pendant ce temps, Mathilde expliqua précisément comment procéder. Quand tout fut prêt, elle guida les mains de l'ingénieur, ses petits doigts indiquant exactement où et comment appliquer le mélange. « Maintenant, il faut attendre 4 heures pour que ça durcisse complètement, » annonça-t-elle. « 4 heures, s'exclama Rochambeau, c'est hors de question. Nous allons essayer maintenant. Si vous essayez avant que la résine ne soit sèche, la réparation ne tiendra pas, insista Mathilde. La pression est trop forte. L'industriel allait protester, mais se ravisa. Très bien. 4 heures. Pas une minute de plus. Ces 4 heures furent les plus longues de la vie de Mathilde. On lui offrit à manger à la cantine de l'usine, et certains ouvriers, impressionnés par sa perspicacité, vinrent lui parler. Elle apprit que son père était très respecté parmi ses collègues, connu pour sa gentillesse et son ingéniosité. Quand le délai fut écoulé, toute l'usine semblait s'être rassemblée autour de la machine allemande. Rochambeau donna l'ordre de la mettre en marche. Le contremaître tourna la clé de contact avec appréhension. Un ronronnement s'éleva, hésitant d'abord, puis plus assuré. Les différents composants s'animèrent les uns après les autres. La navette commença à passer entre les fils de chaîne tendus, tissant la soie avec une précision remarquable. Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. « Elle fonctionne !» souffla l'ingénieur incrédule. « La réparation tient !» Mathilde observait la machine avec un mélange de fierté et de soulagement. Elle sentit une présence à ses côtés et tourna la tête. Monsieur Rochambeau la regardait, son expression indéchiffrable. « Il semblerait que j'ai sous-estimé les talents des bonnets, » dit-il finalement. « Comme promis, le poste de ton père est maintenu, et son salaire sera versé pendant sa convalescence. »« Et les médicaments de maman, » rappela Mathilde. « Je m'en occuperai personnellement, » acquiesça l'industriel. « Mademoiselle Leroy prendra les renseignements nécessaires. » Mathilde sentit un poids immense se soulever de ses épaules. Elle avait réussi. Sa famille était sauvée, du moins temporairement. Elle s'apprêtait à remercier M. Rochambeau quand celui-ci ajouta « Cependant, cette réparation n'est que provisoire, comme tu l'as dit toi-même. La machine pourrait tomber en panne à nouveau n'importe quand. Je peux revenir demain pour vérifier, » proposa Mathilde. Un sourire étrange apparut sur le visage de l'industriel. « En fait, j'ai une meilleure idée. Puisque tu sembles avoir hérité du talent de ton père, pourquoi ne pas travailler ici pendant sa convalescence? Nous te paierons, bien sûr, et tu pourras veiller sur cette machine en particulier. » Mathilde écarquilla les yeux. « Travailler ici? Mais l'école? Tu pourras venir après l'école et les samedis, » précisa Rochambeau. « Ce sera notre arrangement spécial. » Elle hésita. L'idée de travailler dans cette usine intimidante ne l'enchantait guère, mais elle pensait à son père à l'hôpital, à sa mère qui toussait chaque nuit. Et puis, elle pourrait en apprendre davantage sur les machines, mettre en pratique ce que son père lui avait enseigné. « D'accord, dit-elle finalement, « mais je veux pouvoir voir papa à l'hôpital tous les jours. »« Cela peut s'arranger, » concéda Rochambeau. « Tu commenceras demain. Monsieur Girard te montrera ton poste. » Alors que l'industriel s'éloignait, suivi de son contremaître, Mathilde l'entendit murmurer « Une enfant de 8 ans. Qui aurait cru ça possible ?» Elle rentra chez elle, le cœur plus léger, impatiente d'annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Pourtant, une petite voix en elle s'inquiétait. Monsieur Rochambeau avait cédé trop facilement. Quel était son véritable motif en l'embauchant?
Quel défi l'attendait demain? En traversant les ruelles pentues de la Croix-Rousse, Mathilde ne se doutait pas que sa vie venait de prendre un tournant décisif et que son intervention allait déclencher une série d'événements qui transformeraient non seulement sa famille, mais l'usine Rochambeau tout entière et avec elle, le destin de nombreux ouvriers lyonnais. Le lendemain, après l'école, Mathilde se présenta à l'usine Rochambeau, son cahier de mathématiques encore dans son cartable. Elle portait une robe propre que sa mère avait soigneusement repassée malgré sa fatigue. Émilie avait accueilli la nouvelle avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Soulagée que la famille puisse conserver un revenu, mais profondément préoccupée à l'idée que sa petite fille travaille dans cette usine réputée pour sa dureté. « Tu n'es pas obligée, ma chérie », avait-elle murmuré en tressant les cheveux de Mathilde ce matin-là. « Nous trouverons une autre solution. » Mais la détermination brillait dans les yeux de l'enfant. « Papa m'a appris que dans la vie, on ne recule pas devant les défis. Et puis, j'ai promis. » À l'entrée de l'usine, le gardien qui avait reçu des instructions la laissa passer avec un hochement de tête respectueux. La rumeur s'était déjà répandue parmi les ouvriers. La fille de Lucien Bonnet avait réparé la machine allemande que personne n'avait pu remettre en marche. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec une admiration non dissimulée. Monsieur Girard l'attendait près de l'escalier métallique. « Ah, te voilà », dit-il d'un ton qui se voulait sévère, mais trahissait une certaine bienveillance. « Suis-moi. Monsieur Rochambeau a des instructions précises te concernant. » Ils montèrent jusqu'au 3e étage où ronronnait la fameuse machine allemande. À côté se trouvait une petite table de travail qu'on avait visiblement installée pour elle, avec des outils soigneusement alignés, certains spécialement adaptés à ses petites mains. « Voici ton poste », expliqua le contremaître. « Tu surveilleras principalement cette machine, mais tu aideras aussi à l'entretien des autres équipements de cet étage. Marcel, notre mécanicien principal, te guidera. » Un homme d'une 50aine d'années s'approcha, le visage marqué par des années de travail, mais illuminé par un sourire chaleureux. « Bonjour petite, ton père et moi avons fait notre apprentissage ensemble il y a bien longtemps. C'est un homme remarquable, et d'après ce que j'ai entendu, tu as hérité de son don. » Mathilde lui rendit son sourire, rassurée par cette présence amicale dans cet environnement intimidant. « Monsieur Rochambeau souhaite te voir dans son bureau avant que tu ne commences, » ajouta Girard. « Je vais t'y conduire. » Le bureau était toujours aussi imposant, mais cette fois Mathilde s'y sentait un peu moins perdue. L'industriel se tenait debout devant la fenêtre, contemplant la ville comme à son habitude. « Ah, la petite prodige !» dit-il en se tournant vers elle. « J'espère que tu es prête pour ta première journée. »« Oui, monsieur, » répondit Mathilde avec assurance. « Bien, j'ai une tâche spéciale pour toi. » Il désigna une pile de dossiers sur son bureau. « Ces rapports d'incidents concernent toutes les pannes que nous avons eues ces 6 derniers mois. Des pannes étranges, inexpliquées, qui surviennent souvent au pire moment, juste avant les livraisons importantes. » Mathilde s'approcha des dossiers, intriguée. « Je veux que tu les étudies pendant ton temps libre ici, » poursuivit Rochambeau. « Ton père avait commencé à remarquer des coïncidences troublantes. Malheureusement, il n'a pas pu approfondir ses recherches avant son accident. »« Vous pensez que quelqu'un sabote les machines ?» demanda Mathilde directement. Un sourire froid étira les lèvres de l'industriel. « Tu es perspicace pour ton âge. Disons que j'ai des soupçons, mais aucune preuve. Et étrangement, je pense qu'une enfant pourrait voir des choses que les adultes manquent, ou qu'on pourrait dire certaines choses devant toi qu'on ne dirait pas devant moi. » Mathilde comprit. Elle devait être non seulement une ouvrière, mais aussi les yeux et les oreilles de Rochambeau dans l'usine. Ce rôle d'espionne la mettait mal à l'aise, mais elle acquiesça néanmoins. « Je ferai de mon mieux, monsieur. Je n'en doute pas, » répondit-il. « Maintenant, retourne à ton poste, et n'oublie pas un mot de cette conversation à quiconque. » De retour au 3e étage, Mathilde commença son travail sous la supervision bienveillante de Marcel. Elle vérifiait régulièrement la machine allemande, s'assurant que sa réparation tenait bon, tout en apprenant les rudiments de l'entretien des autres équipements. Les jours passèrent, se transformant en semaines. Mathilde établit une routine. L'école le matin, l'usine l'après-midi, puis une visite à son père à l'hôpital avant de rentrer épuisée mais satisfaite. Lucien se remettait lentement, fier des exploits de sa fille mais inquiet pour elle. Émilie, grâce aux médicaments fournis par Rochambeau, retrouvait peu à peu ses forces. À l'usine, Mathilde gagnait progressivement le respect des ouvriers. Sa gentillesse, son intelligence et sa volonté d'apprendre touchaient même les plus récalcitrants. Elle écoutait leurs histoires, leurs plaintes sur les conditions de travail, mémorisant chaque détail qui pourrait expliquer les mystérieuses pannes. Pendant ce temps,
elle étudiait méticuleusement les rapports d'incidents. Un soir, alors que l'usine se vidait, elle remarqua un schéma récurrent. Les pannes les plus graves survenaient toujours, juste après les inspections de routine effectuées par l'équipe de maintenance de nuit, dirigée par un certain Victor Meunier. Ce jour-là, alors qu'elle terminait une réparation mineure sur un métier ratissé, elle entendit des voix provenant d'un recoin isolé de l'atelier. En s'approchant discrètement, elle reconnut Victor Meunier en conversation avec Raoul Descamps, le secrétaire particulier de M. Rochambeau. « C'est trop risqué maintenant », disait Meunier à voix basse. « Avec cette gamine qui fourre son nez partout, Rochambeau devient méfiant. »« Tu as été payé pour faire un travail », répliqua sèchement Descamps. « Les tissages Baudin comptent sur nous pour retarder la production avant la foire de printemps. Un contrat est un contrat. »« Je sais, mais... » Mathilde recula précipitamment, faisant accidentellement tomber une clé qui résonna sur le sol métallique. Les deux hommes se turent immédiatement. « Qui est là ?» lança Meunier. Mathilde s'empressa de s'éloigner, mais elle sentait le regard des deux hommes dans son dos. Elle venait de découvrir quelque chose de grave, mais comment le prouver? Et surtout, à qui faire confiance? Le lendemain était un samedi, et Mathilde passa toute la journée à l'usine. Elle décida de rester un peu plus tard, prétextant de vouloir terminer une réparation. En réalité, elle espérait observer l'équipe de nuit de Meunier et peut-être recueillir des preuves. L'usine avait une atmosphère différente le soir, presque inquiétante, avec ses ombres démesurées projetées par les quelques lampes encore allumées. La plupart des ouvriers étaient repartis. Seuls restèrent les gardiens et l'équipe de maintenance nocturne. Mathilde se cacha derrière une énorme bobine de tissu et observa. Victor Meunier dirigeait ses hommes avec autorité, leur assignant différentes machines à inspecter. Rien ne semblait suspect jusqu'à ce qu'elle le voie s'approcher de la machine allemande qu'elle avait réparée. Avec des gestes experts et rapides, il manipula quelque chose dans le système hydraulique, précisément à l'endroit de sa réparation. Mathilde dut se retenir de crier. Il était en train de saboter délibérément son travail. Soudain, une main se posa sur son épaule. Elle sursauta et se retourna, prête à s'enfuir. « Du calme, petite » murmura Marcel, le mécanicien ami de son père. « Qu'est-ce que tu fais encore ici à cette heure ?» Mathilde hésita, puis décida de faire confiance à cet homme que son père respectait. En chuchotant, elle lui raconta ce qu'elle avait découvert. Marcel hocha gravement la tête. « Je me doutais de quelque chose du genre. Victor est arrivé il y a 8 mois avec d'excellentes références, mais les pannes ont commencé peu après. Que devons-nous faire ?» demanda Mathilde. « Si nous accusons M. Meunier sans preuve, personne ne nous croira, et le secrétaire de M. Rochambeau est impliqué aussi. »« J'ai une idée, » dit Marcel après réflexion. « Mais c'est risqué et tu devras être très courageuse. » Le plan était audacieux. Il modifierait légèrement la machine allemande, y ajoutant un dispositif indétectable qui enregistrerait toute manipulation non autorisée. Une sorte de piège qui se refermerait sur le saboteur. Pendant toute la semaine suivante, Mathilde travailla secrètement avec Marcel sur ce dispositif. Ils utilisèrent des pièces récupérées sur d'autres machines, créant un mécanisme ingénieux qui laisserait une marque distinctive sur les mains de quiconque tenterait de manipuler certaines valves spécifiques. Le samedi soir venu, tout était prêt. Mathilde se cacha à nouveau, mais cette fois avec Marcel. Comme prévu, Victor Meunier s'approcha de la machine allemande et commença ses manipulations malveillantes. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une minuscule capsule d'encre indélébile et invisible était sur le point de se briser entre ses doigts. Le lendemain matin, Mathilde arriva tôt à l'usine, impatiente de voir si leur plan avait fonctionné. Elle monta directement au bureau de M. Rochambeau, qui parut surpris de la voir un dimanche. « J'ai découvert qui sabote les machines », annonça-t-elle sans préambule. L'industriel haussa un sourcil. « Vraiment? Et qui est ce mystérieux saboteur ?»« Victor Meunier, le chef de l'équipe de nuit, et il travaille avec M. Descamps, votre secrétaire. » Le visage de Rochambeau se durcit. « C'est une accusation très grave, petite. As-tu des preuves ?»« Oui, » affirma-t-elle. « Marcel et moi avons installé un piège. Si vous convoquez M. Meunier maintenant et lui demandez de montrer ses mains sous une lampe ultraviolette, vous verrez l'encre spéciale qui ne peut provenir que de la valve qu'il a manipulée hier soir. » Rochambeau la fixa intensément, puis décrocha son téléphone. « Sécurité ? Trouvez-moi Victor Meunier et amenez-le dans mon bureau immédiatement. Et trouvez-moi aussi une lampe ultraviolette. » 1 heure plus tard, la preuve était irréfutable. Les mains de Meunier, exposées à la lumière spéciale, révélaient des traces fluorescentes exactement là où Mathilde l'avait prédit. Confrontée à cette évidence,
Le saboteur s'effondra et avoua tout. Les tissages Baudin, le principal concurrent de Rochambeau, le payaient pour causer des retards de production et voler occasionnellement des designs exclusifs. Quant à Descamps, une perquisition dans son bureau révéla des documents compromettants et une correspondance avec la direction des tissages Baudin. Le complot était démantelé. Cette découverte changea l'atmosphère de l'usine. Rochambeau, impressionné par l'ingéniosité et le courage de Mathilde, la convoqua à nouveau dans son bureau, mais cette fois avec une attitude complètement différente. « Tu as fait preuve d'une loyauté et d'une intelligence remarquables, » dit-il, son ton habituellement glacial remplacé par une chaleur inhabituelle. « Grâce à toi, j'ai évité une catastrophe économique. » Mathilde accepta le compliment avec simplicité. « Je voulais juste aider mon père et les autres ouvriers, monsieur. Et tu as fait bien plus que cela. » Rochambeau sembla hésiter, comme s'il luttait avec des émotions longtemps réprimées. « Ta mère, comment va-t-elle avec les nouveaux médicaments ?»« Beaucoup mieux, monsieur. Elle peut maintenant se lever et cuisiner. Et les médecins disent que papa pourra sortir de l'hôpital la semaine prochaine. » Excellent. L'industriel se leva et s'approcha de la fenêtre, son poste d'observation habituel. « J'ai pris une décision. Quand ton père reviendra, il sera promu chef de la maintenance, avec une augmentation substantielle. Quant à toi, » il se tourna vers elle et Mathilde fut surprise de voir une lueur presque paternelle dans son regard. « Je veux que tu continues à venir à l'usine après l'école, mais plus comme ouvrière. Tu seras mon apprenti spécial et je financerai les meilleures études pour toi. Une intelligence comme la tienne ne doit pas être gâchée. » Mathilde resta sans voix, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Bien sûr, » ajouta Rochambeau avec un léger sourire, « tout cela est conditionnel à ton acceptation. »« J'accepte, » souffla Mathilde, les larmes aux yeux. « Merci, monsieur. » Alors qu'elle quittait le bureau, encore étourdie par ce revirement de situation, Mathilde ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose avait changé en monsieur Rochambeau. Une graine d'humanité semblait avoir germé dans ce cœur autrefois si froid. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce n'était que le début d'une transformation bien plus profonde, tant pour l'industriel que pour l'usine tout entière. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la découverte du complot. Le printemps s'installait timidement sur Lyon, teintant de vert tendre les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. Dans l'appartement des Bonnets, un air nouveau soufflait. Lucien était rentré de l'hôpital, encore affaibli mais déterminé à reprendre des forces pour assumer ses nouvelles responsabilités. Émilie retrouvait peu à peu ses couleurs, préparant avec soin les repas familiaux qu'ils partagèrent désormais tous les 3. Ce soir-là, tandis qu'ils dînaient autour de la petite table en bois, Mathilde observait son père avec fierté. Il avait maigri, mais son regard brillait d'une détermination nouvelle. « Alors, ma fille, » dit Lucien en reposant sa fourchette, « raconte-moi comment s'est passée ta journée avec le grand patron. » Mathilde sourit. Sa nouvelle position d'apprenti spécial de M. Rochambeau était encore difficile à croire, même pour elle. « Aujourd'hui, il m'a montré comment lire les rapports financiers, » expliqua-t-elle. « Il dit que pour comprendre vraiment une entreprise, il faut connaître ses chiffres aussi bien que ses machines. » « Et tu comprends tout ça ?» s'étonna Émilie en servant une portion supplémentaire de ragoût à son mari. « Pas encore, » admit Mathilde en riant. « Mais M. Rochambeau dit que j'apprends vite. Il m'a même laissé assister à une réunion avec des actionnaires. J'ai dû rester silencieuse dans un coin, bien sûr. » Lucien secoua la tête, à la fois amusé et impressionné. Qui aurait cru que ma petite fille deviendrait la protégée du plus grand industriel de Lyon? Rochambeau a toujours eu la réputation d'être un homme impitoyable, sans cœur. « Je crois qu'il change, » dit doucement Mathilde. « Hier, il a demandé à voir les logements des ouvriers. Il semblait vraiment choqué par les conditions dans certains immeubles. » Le regard de Lucien s'assombrit légèrement. « Ne te méprends pas, ma chérie. Les hommes comme Rochambeau ne changent pas si facilement. Il doit avoir une raison. » Mathilde voulut protester, mais un coup de tonnerre la fit sursauter. Une tempête s'annonçait et le ciel s'était brusquement obscurci. De grosses gouttes commençaient à marteler les vitres. « Ça va être un sacré orage », commenta Émilie en allumant une lampe supplémentaire. « Heureusement que nous sommes tous à la maison. » À peine avait-elle prononcé ces mots que la sonnette retentit. Lucien se leva péniblement pour aller ouvrir, révélant un Marcel trempé jusqu'aux os, le visage grave. « Car Lucien, il faut que Mathilde vienne tout de suite, » dit-il sans préambule. « Il y a une urgence à l'usine. »« Par ce temps, » protesta Émilie, « c'est hors de question. L'orage a causé des dégâts sur la ligne électrique principale, » expliqua Marcel, l'eau ruisselant de son chapeau. « Plusieurs machines sont en surchauffe et le système de sécurité ne répond plus. Rochambeau m'a envoyé chercher Mathilde.
Elle connaît mieux que quiconque le nouveau système qu'elle a aidé à installer. Un éclair illumina la pièce, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. L'orage était juste au-dessus de la ville. « Je dois y aller », décida Mathilde en se levant. « Des gens pourraient être blessés si les machines explosent. »« Alors j'y vais aussi », déclara Lucien en se redressant avec effort. Émilie semblait prête à protester, mais le regard déterminé de son mari et de sa fille la fit céder. « Soyez prudents, je vous en supplie. » La voiture de Marcel les attendait en bas. Le trajet jusqu'à l'usine fut périlleux, les rues de Lyon s'étant transformées en torrents sous la pluie diluvienne. Des éclairs zébraient le ciel sans interruption, illuminant la silhouette menaçante de l'usine Rochambeau. Lorsqu'ils arrivèrent, une scène de chaos les accueillit. Les ouvriers de l'équipe de nuit couraient dans tous les sens, certains tentant d'éteindre des départs de feu, d'autres essayant désespérément de couper l'alimentation des machines. Une odeur âcre de caoutchouc brûlé et d'huile surchauffée emplissait l'air. Monsieur Rochambeau lui-même était présent, donnant des ordres. Son habituel costume impeccable remplacé par une tenue plus décontractée, tachée de suie. Il aperçut Mathilde, et son visage s'éclaira de soulagement. « Dieu merci, tu es là », dit-il en s'approchant. « La foudre a frappé notre générateur principal, créant une surtension dans tout le système. Les disjoncteurs ont sauté, mais certaines machines continuent de fonctionner de façon erratique, alimentées par je ne sais quelle source. Les batteries de secours, comprit immédiatement Mathilde. Elles étaient censées s'activer uniquement pour les lumières de sécurité, mais si le système de contrôle est endommagé... Exactement, confirma l'industriel. Nous devons couper manuellement l'alimentation de chaque section avant qu'une catastrophe ne se produise. Mais le panneau principal est surchargé, personne ne peut l'approcher. Lucien, qui avait écouté attentivement, intervint. Il doit y avoir un panneau secondaire, une dérivation d'urgence. Dans la salle des générateurs au sous-sol, confirma Rochambeau. Mais elle est inondée à cause des canalisations qui ont cédé. Mathilde échangea un regard avec son père. Il pensait à la même chose. « Les conduits de ventilation », dit-elle. « Je pourrais m'y glisser et atteindre la salle des générateurs par en haut, sans toucher l'eau. » Rochambeau secoua vigoureusement la tête. « Trop dangereux. Je ne peux pas te laisser faire ça. C'est notre seule chance, » insista Mathilde. « Je suis la seule assez petite pour passer par les conduits, et papa m'a appris exactement comment fonctionnent les systèmes électriques d'urgence. » Un craquement sinistre retentit à l'étage supérieur, suivi d'un cri. Une machine venait de s'emballer, projetant des pièces métalliques comme des projectiles. « Nous n'avons pas le choix, » déclara Lucien, le visage grave. « Mais je vais te guider à distance, étape par étape. » À contre-cœur, Rochambeau accepta. On équipa rapidement Mathilde d'une lampe frontale, de gants isolants et d'un talkie-walkie. Marcel et deux autres ouvriers l'aidèrent à accéder à une bouche d'aération suffisamment large pour qu'elle s'y glisse. « Sois prudente, ma fille », murmura Lucien en l'embrassant sur le front. « N'oublie pas, d'abord le coupe-circuit principal, puis les interrupteurs secondaires dans l'ordre que je t'indiquerai. » Mathilde hocha la tête, le cœur battant mais déterminé. Elle s'engagea dans le conduit étroit, rampant dans la semi-obscurité, guidée par le faisceau de sa lampe et la voix rassurante de son père dans le talkie-walkie. Le trajet semblait interminable. L'air était chaud, étouffant, et les parois métalliques résonnaient avec chaque coup de tonnerre. Parfois, elle devait se contorsionner pour passer un coude serré ou enjamber une jonction. « Tu y es presque », annonça la voix de son père. « Tu devrais voir une grille sur ta droite qui donne directement au-dessus du panneau de contrôle. » Effectivement, le faisceau de sa lampe révéla une grille d'aération. En s'approchant, Mathilde put voir en contrebas la salle des générateurs partiellement inondée. Des étincelles jaillissaient d'un tableau électrique, et l'eau montait inexorablement. « Je la vois », confirma-t-elle dans le talkie-walkie. « Mais comment descendre sans toucher l'eau ? » « Il devrait y avoir une échelle de maintenance fixée au mur, » répondit Lucien. « Si tu peux l'atteindre depuis la grille... » Mathilde examina la situation. L'échelle était là, mais pour l'atteindre, elle devrait effectuer un saut périlleux depuis la grille. Une erreur et elle tomberait directement dans l'eau électrifiée. « J'ai une idée, » dit-elle après réflexion. Elle défit sa ceinture et la passa à travers la grille, créant une sorte de balancier qui lui permettrait de se tenir pendant qu'elle dévissait la grille avec son autre main. Avec une patience infinie, elle manipula les vis rouillées qui retenaient la grille. Ses petits doigts, rendus agiles par des années à démonter et remonter des mécanismes avec son père, travaillaient avec précision malgré la pression. Enfin, la grille céda. Maintenant venait la partie la plus dangereuse.
Mathilde s'agrippa fermement à sa ceinture improvisée et se laissa glisser hors du conduit, se balançant dangereusement au-dessus du sol inondé. « Papa, chuchota-t-elle dans le talkie-walkie, je ne crois pas que je vais pouvoir atteindre l'échelle. » Un silence angoissant suivit, puis la voix de M. Rochambeau retentit. « Mathilde, écoute-moi. Ne bouge plus. J'arrive. » Avant que quiconque puisse l'en empêcher, l'industriel s'était précipité dans la salle des générateurs, l'eau lui montant jusqu'aux genoux. Il ignora le danger de l'électrocution et se plaça directement sous Mathilde, les bras tendus. « Lâche ta ceinture, ordonna-t-il. Je te rattrape. » Mathilde hésita une fraction de seconde, puis obéit. Elle tomba directement dans les bras de Rochambeau, qui chancela mais un bond, la portant immédiatement vers une plateforme surélevée où se trouvait le panneau de contrôle secondaire. « Comment » commença-t-elle, stupéfaite qu'il ait risqué sa vie pour elle. « Pas le temps, coupa-t-il. Dis-moi ce qu'il faut faire. » Guidée par la voix de son père dans le talkie-walkie, Mathilde dirigea les actions de Rochambeau sur le panneau de contrôle. Ensemble, ils abaissèrent méthodiquement chaque disjoncteur, coupant l'alimentation section par section. « C'est maintenant le coupe-circuit principal, » indiqua Lucien. « C'est le gros levier rouge sur la droite. » L'industriel et la petite fille échangèrent un regard, puis actionnèrent simultanément le levier. Un bourdonnement décroissant parcourut l'usine, puis le silence. Seules les lampes de secours à batterie continuaient de briller faiblement. « Nous avons réussi », souffla Mathilde, épuisée mais soulagée. Rochambeau la regarda avec une expression indéchiffrable, puis la souleva à nouveau pour traverser l'eau qui commençait enfin à se retirer grâce aux pompes d'évacuation. Une fois en sécurité, il ne la reposa pas immédiatement, la gardant dans ses bras comme un bien précieux. « Tu as risqué ta vie, » dit-il finalement, sa voix habituellement autoritaire réduite à un murmure. « Pour sauver mon usine. » « Pourquoi » Mathilde le regarda droit dans les yeux. « Parce que c'était la chose juste à faire, et parce que beaucoup de gens dépendent de cette usine pour vivre, comme mes parents. » Quelque chose sembla se briser dans le regard de l'industriel. Une émotion longtemps réprimée affleurait à la surface, comme une glace qui craque au printemps. « Viens, » dit-il simplement, « ton père doit être mort d'inquiétude. » Lorsqu'ils remontèrent, Lucien se précipita vers sa fille, la serrant contre lui, avec une force que sa convalescence ne laissait pas présager. Puis, à la surprise générale, il tendit la main à Rochambeau. « Merci d'avoir sauvé ma fille, monsieur. » L'industriel hésita, puis serra cette main d'ouvrier calleuse et sincère dans la sienne. « C'est elle qui a sauvé mon usine Bonnet, pour la 2e fois. » Les jours suivants furent consacrés aux réparations. Contre toute attente, Rochambeau lui-même retroussa ses manches et travailla aux côtés des ouvriers pour remettre l'usine en état. Cette image inédite du patron en sueur, les mains noircies par la graisse, aux côtés de ceux qu'il avait toujours considérés comme de simples exécutants, fit rapidement le tour de Lyon. Un soir, alors que Mathilde s'apprêtait à rentrer chez elle après une journée de travail, Rochambeau la convoqua dans son bureau. Elle s'attendait à recevoir de nouvelles instructions pour le lendemain, mais fut surprise de trouver l'industriel assis non pas à son imposant bureau, mais dans un fauteuil près de la fenêtre, contemplant le coucher de soleil sur la ville. « Assieds-toi, Mathilde, » dit-il en désignant un siège à côté du sien. Elle obéit, intriguée par ce changement d'attitude. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, » commença-t-il, le regard toujours fixé sur l'horizon. « À l'usine, à ma vie, à mes priorités. » Il se tourna vers elle. « Sais-tu pourquoi j'ai bâti cette entreprise ?» Mathilde secoua la tête. « Pour prouver ma valeur, » confessa-t-il. « Je suis né dans une famille modeste comme la tienne. Mon père était charpentier, ma mère couturière. J'ai grandi avec le désir ardent de m'élever au-dessus de ma condition, de montrer au monde que je valais mieux que ce que mon origine laissait présager. » Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. « J'ai réussi, au-delà de mes espérances. J'ai construit un empire industriel, amassé une fortune. Mais à quel prix ?» Il se leva et s'approcha d'un petit secrétaire, d'où il sortit une photographie encadrée qu'il tendit à Mathilde. Elle y vit un Rochambeau plus jeune, souriant, aux côtés d'une femme élégante et d'une petite fille d'environ son âge. « Ma femme Élisabeth et ma fille Claire », expliqua-t-il. « Élisabeth m'a quitté il y a 5 ans, lassée de vivre avec un homme qui préférait son usine à sa famille. Claire vit avec elle à Paris. Je la vois à peine 2 fois par an. » Mathilde regarda la photo avec émotion, comprenant soudain la solitude de cet homme puissant. « Quand je t'ai vu risquer ta vie pour sauver cette usine, » poursuivit-il, « j'ai réalisé quelque chose d'important.
Ce n'est pas l'argent ou le pouvoir qui donne de la valeur à une vie, mais les liens que nous tissons avec les autres, la façon dont nous nous comportons face à l'adversité. Il reprit la photographie et la reposa délicatement. J'ai décidé de faire des changements, Mathilde. Des changements profonds, tant dans ma vie personnelle que dans la gestion de cette usine. Et j'aimerais que tu m'aides. Les semaines qui suivirent l'incident de l'orage marquèrent le début d'une transformation remarquable. L'usine Rochambeau, autrefois symbole de l'exploitation ouvrière, devint le théâtre d'une révolution silencieuse dont Mathilde était, bien malgré elle, l'épicentre. Un matin de juin, alors que le soleil réchauffait déjà les toits de Lyon, les ouvriers découvrirent avec stupéfaction une affiche placardée à l'entrée de l'usine. Elle annonçait une assemblée générale obligatoire à midi dans la grande cour. Les rumeurs allèrent bon train toute la matinée. Certains craignaient des licenciements massifs, d'autres espéraient une prime exceptionnelle suite aux efforts fournis après l'orage. À midi précis, M. Rochambeau apparut sur une estrade improvisée. À sa droite se tenait Lucien Bonnet, désormais complètement rétabli et officiellement nommé chef de la maintenance. À sa gauche, à la surprise générale, se trouvait Mathilde, vêtue d'une jolie robe bleue, ses tresses soigneusement nouées de rubans assortis. « Mesdames, messieurs, mes chers collaborateurs », commença l'industriel d'une voix forte mais étrangement dépourvue de sa froideur habituelle. « Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer des changements majeurs au sein de notre entreprise. » Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. « Rassurez-vous, » poursuivit-il avec un léger sourire, « il ne s'agit pas de réduction d'effectifs ou de mesures d'austérité. Bien au contraire. J'ai pris conscience ces dernières semaines que la véritable force de cette usine ne réside pas dans ses machines, aussi coûteuses soient-elles, mais dans les hommes et les femmes qui y travaillent chaque jour. » Le silence était maintenant total. Chaque ouvrier suspendu aux lèvres de cet homme qu'ils croyaient connaître et qui soudain leur semblait étranger. « À compter d'aujourd'hui, les salaires de tous les employés seront augmentés de 15%. Une exclamation collective de surprise s'éleva de la foule. « Ce n'est pas tout !» continua Rochambeau, levant la main pour ramener le calme. « Nous allons instaurer une participation aux bénéfices. Chaque trimestre, 10% des profits de l'entreprise seront redistribués équitablement entre tous les employés, du balayeur jusqu'au chef d'atelier. » Cette fois, ce fut un véritable tonnerre d'applaudissements qui explosa. Des hommes s'étreignaient, des femmes essuyaient des larmes de joie. Mathilde observait la scène avec émerveillement, comprenant l'ampleur de ce qui se passait sous ses yeux. « J'ai également décidé, reprit l'industriel une fois le calme revenu, de créer une coopérative d'achat qui permettra à tous les employés de se procurer des denrées alimentaires et des biens de première nécessité à prix coûtant. Un dispensaire sera ouvert dans l'aile est du bâtiment pour offrir des soins gratuits aux ouvriers et à leurs familles. Les annonces se succédaient, chacune plus incroyable que la précédente. Création d'une caisse de retraite, réduction du temps de travail sans diminution de salaire, amélioration des conditions de sécurité, rénovation des logements ouvriers appartenant à l'entreprise. Enfin, conclut Rochambeau, j'ai décidé de créer une école au sein même de l'usine. Le silence revint, les ouvriers ne comprenant pas immédiatement la portée de cette dernière annonce. Une école où les enfants des employés pourront recevoir une éducation de qualité pendant que leurs parents travaillent. Une école qui formera aussi nos futurs ouvriers qualifiés, ingénieurs et administrateurs. Car je crois fermement que le talent peut naître partout, y compris dans les quartiers les plus modestes de notre ville. Son regard se posa sur Mathilde, et tous comprirent la source de cette inspiration soudaine. « Cette petite fille, dit-il en posant une main sur l'épaule de Mathilde, m'a rappelé une vérité que j'avais oubliée. La valeur d'une personne ne se mesure ni à sa naissance, ni à sa richesse, mais à son cœur et à son intelligence. Combien d'autres enfants comme elle grandissent dans l'ombre, leurs talents inexploités, leur potentiel gâché faute d'opportunités. » L'assemblée était silencieuse, captivée par ce discours inattendu. L'école Rochambeau ouvrira ses portes en septembre prochain. Elle accueillera dans un premier temps 100 enfants, de 6 à 14 ans. Les meilleurs professeurs y enseigneront et les élèves les plus prometteurs pourront poursuivre leurs études dans les meilleures institutions, aux frais de l'entreprise. Les applaudissements reprirent, plus nourris encore. Des mères pleuraient ouvertement, comprenant ce que cela signifiait pour l'avenir de leurs enfants. « Je vous remercie de votre attention », conclut Rochambeau. « Les détails de ces différentes mesures seront affichés dès demain. Maintenant, retournons au travail car nous avons une usine à transformer. »
Alors que la foule se dispersait, commentant avec animation ces annonces révolutionnaires, Mathilde resta aux côtés de l'industriel. Elle n'avait pas prononcé un mot durant toute la cérémonie, mais son cœur débordait d'émotions contradictoires. « Tu sembles troublé, remarqua Rochambeau en descendant de l'estrade. « C'est que tout cela semble si soudain, répondit-elle prudemment. Il y a à peine 2 mois, vous. J'étais un autre homme, compléta-t-il avec un sourire triste. Un homme seul, amer, qui avait oublié d'où il venait, et ce qui compte vraiment. Il l'invita à le suivre jusqu'à son bureau, où il lui servit un verre de sirop de grenadine, prenant pour lui-même un café noir. « Tu te demandes si c'est sincère, n'est-ce pas ?» demanda-t-il directement, son regard perçant posé sur elle. Mathilde rougit légèrement, mais soutint son regard. « Oui, monsieur. Ces changements sont merveilleux, mais pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Il sourit. « Je vais te raconter quelque chose que peu de gens savent, Mathilde. Quand j'avais 10 ans, mon père est tombé gravement malade. Une pneumonie. Nous n'avions pas d'argent pour le médecin ou les médicaments. Ma mère travaillait jour et nuit, mais cela ne suffisait pas. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, son poste d'observation favori. Un jour, le propriétaire de l'atelier où travaillait mon père est venu nous voir. Il a payé le médecin, les médicaments, et même notre loyer pendant 3 mois. Mon père a guéri et a pu reprendre le travail. Ce jour-là, je me suis juré de devenir comme cet homme, puissant, généreux, respecté. Il se retourna vers Mathilde, une lueur de regret dans les yeux. Mais en cours de route, j'ai oublié la partie généreux. J'ai retenu puissant et respecté, ou plutôt craint. J'ai construit cette usine, bâti cette fortune, mais j'ai perdu mon âme dans le processus. Il soupira profondément. Et puis tu es arrivé avec ton courage, ton intelligence et ta compassion, me rappelant cet enfant que j'étais autrefois, plein de rêves et d'idéaux. Mathilde ne savait que répondre face à cette confession inattendue. Tu m'as rappelé que la véritable force ne vient pas de l'argent ou du pouvoir, mais du cœur. Tu as risqué ta vie pour sauver mon usine, non pas pour me plaire ou gagner une récompense, mais parce que c'était juste. Cette leçon vaut tous les trésors du monde. Il se rassit et sortit d'un tiroir une enveloppe qu'il posa devant Mathilde. « Voici une lettre pour tes parents. Je les invite ainsi que toi à dîner chez moi samedi soir. J'ai aussi un cadeau pour toi. » Intriguée, Mathilde le regarda sortir un écrin en velours bleu. À l'intérieur se trouvait une montre en argent finement ciselée, de celles que portent habituellement les ingénieurs. « Elle appartenait à mon père, » expliqua Rochambeau. « Il l'a reçue pour ses 30 ans de service dans le même atelier. Je voudrais que tu l'aies comme symbole de notre amitié. » Mathilde resta sans voix, touchée par ce geste d'une intimité inattendue. Elle prit délicatement la montre, sentant son poids, son histoire. « Merci, monsieur Rochambeau, » murmura-t-elle. « Je la chérirai toujours. » L'industriel hocha la tête, visiblement ému lui aussi. « Va maintenant. Tes parents doivent t'attendre. » Le samedi suivant, la famille Bonnet se présenta avec appréhension à l'imposante demeure de monsieur Rochambeau, située sur les hauteurs de Fourvière. C'était un hôtel particulier du XVIIIe siècle, entouré d'un jardin magnifiquement entretenu. Lucien avait revêtu son unique costume, acheté pour son mariage 15 ans plus tôt. Émilie portait sa plus belle robe, retouchée pour l'occasion. Quant à Mathilde, elle avait une robe neuve, cadeau de l'industriel livré la veille par un coursier. Contrairement à leurs craintes, la soirée se déroula dans une atmosphère détendue et chaleureuse. Rochambeau les accueillit en personne, sans l'armée de domestiques qu'il redoutait. Il leur fit visiter sa demeure, s'attardant particulièrement sur sa bibliothèque, où Mathilde s'émerveilla devant les milliers de volumes. « Tu pourras emprunter ceux qui t'intéressent, » lui proposa-t-il. « Les livres ne sont utiles que lorsqu'ils sont lus. » Le dîner fut servi dans une salle à manger aux proportions humaines, et non dans l'immense salle de réception réservée aux invités officiels. Les plats étaient raffinés mais non ostentatoires, et Rochambeau prit soin de mettre ses invités à l'aise, évoquant avec Lucien leurs origines modestes similaires, discutant jardinage avec Émilie, qui entretenait avec fierté quelques pots sur leur balcon. Au dessert, l'industriel aborda le véritable objet de cette invitation. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il en regardant tour à tour les 3 membres de la famille. « Comme vous le savez, l'école que je compte ouvrir aura besoin d'un directeur, quelqu'un qui partage ma vision d'une éducation de qualité accessible à tous. » Il se tourna vers Émilie. « Madame Bonnet, avant votre mariage, vous étiez institutrice, n'est-ce pas ?» Émilie rougit de surprise. « Oui, pendant 5 ans. Mais comment le savez-vous ?»« J'ai fait mes recherches, » sourit Rochambeau.
Vous avez enseigné à l'école de filles du quartier Saint-Jean avec d'excellentes appréciations de votre inspecteur. C'est exact, confirma Émilie, une lueur de nostalgie dans le regard. J'ai dû abandonner lorsque je me suis mariée, comme l'exigeait le règlement à l'époque. Une perte pour l'éducation, commenta Rochambeau. C'est pourquoi je souhaiterais vous offrir le poste de directrice de l'école Rochambeau. Le silence tomba sur la table. Émilie porta une main à sa bouche, incapable de parler. Lucien regardait l'industriel avec stupéfaction. « Mais je n'ai pas enseigné depuis des années, » balbutia finalement Émilie. « Et dirigé une école entière. Vous avez l'intelligence, l'expérience et surtout la sensibilité nécessaire, » affirma Rochambeau. « Vous connaissez la réalité des familles ouvrières, leurs besoins, leurs aspirations. Qui mieux que vous pourrait comprendre ces enfants ?» Mathilde observait sa mère, voyant renaître dans ses yeux une flamme qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura Émilie. « Dites oui, » encouragea Rochambeau. « Le bâtiment est presque prêt. Vous aurez tout l'été pour préparer la rentrée, recruter les enseignants, établir le programme. Et bien sûr, » ajouta-t-il avec un clin d'œil à Mathilde, « vous aurez une assistante de choix. » Lucien prit la main de sa femme. « Tu serais parfaite pour ce rôle, ma chérie. C'est ta chance de reprendre le métier que tu aimais tant. » Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. « Dans ce cas, oui, j'accepte. Avec joie et gratitude. » Rochambeau leva son verre. « À l'école Rochambeau et à sa nouvelle directrice. » Ils trinquèrent tous ensemble, unis dans ce moment d'émotion partagée. Mathilde sentait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire, une transformation qui dépassait largement le cadre de leur famille ou même de l'usine. C'était comme si une pierre jetée dans un étang créait des ondulations de plus en plus larges, touchant des vies qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Plus tard dans la soirée, alors que ses parents conversaient avec Rochambeau au salon, Mathilde s'aventura sur la terrasse qui surplombait la ville. Lyon s'étendait à ses pieds, ses lumières scintillant dans la nuit comme autant d'étoiles terrestres. Au loin, elle pouvait distinguer la silhouette massive de l'usine, et au-delà, les toits de la Croix-Rousse où se trouvait leur appartement. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna. Rochambeau la rejoignit, contemplant lui aussi le panorama nocturne. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Cette ville a tant d'histoires à raconter, tant de destins qui s'y croisent. »« Oui, » acquiesça Mathilde. « De là-haut, on ne voit plus les différences entre les quartiers riches et pauvres. » L'industriel sourit. Une observation perspicace, comme toujours. Il se tourna vers elle. « Sais-tu ce qui me fascine chez toi, Mathilde ? Ta capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre l'essence des choses et des gens. Mon père dit que c'est parce que j'écoute, » répondit-elle simplement. « Les gens, mais aussi les machines, la nature, tout ce qui nous entoure. Chaque chose a sa voix si on prend le temps de l'entendre. » Rochambeau médita ces paroles, visiblement touché. « J'ai passé tant d'années à ne rien écouter d'autre que ma propre ambition, » admit-il. « Tant de temps perdu. Mais maintenant vous écoutez, » le consola Mathilde. « C'est ce qui compte. » Ils restèrent un moment en silence, absorbant la beauté de la nuit lyonnaise. Puis Rochambeau parla à nouveau, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'ai écrit à ma fille Claire hier. Je lui ai parlé de toi, de ce que tu m'as appris sans même le savoir. Je lui ai demandé de revenir vivre ici, avec moi. » Il hésita. « Elle me manque terriblement. »« Elle reviendra, » affirma Mathilde, avec une conviction qui dépassait son jeune âge. Comment pourrait-elle résister à un père qui a tant changé ? L'industriel lui sourit avec gratitude. « Merci pour cet espoir. Et merci d'avoir été le catalyseur de ma métamorphose. » Mathilde fronça les sourcils, ne comprenant pas ce mot complexe. « Ma transformation, » expliqua Rochambeau, « comme une chenille qui devient papillon. Pendant longtemps, j'étais enfermé dans un cocon d'égoïsme et d'amertume. Tu m'as aidé à en sortir, à déployer des ailes que j'ignorais posséder. » Cette image fit sourire Mathilde. Elle imaginait le sévère monsieur Rochambeau transformé en papillon multicolore, voletant au-dessus de son usine. « Rentrons, » proposa-t-il finalement. « Tes parents vont s'inquiéter. » Alors qu'il regagnait le salon, Mathilde sentit que cette soirée marquait un tournant décisif, non seulement pour sa famille, mais pour tous ceux dont la vie était liée, d'une façon ou d'une autre, à l'usine Rochambeau. Une nouvelle ère commençait, pleine de promesses et d'espoir. L'été passa comme un rêve fiévreux, chaque journée débordant d'activité et d'anticipation. L'aile de l'usine Rochambeau, autrefois dédiée au stockage, se métamorphosait en un espace lumineux et accueillant. Des ouvriers s'affairaient du matin au soir, abattant des murs, installant de grandes fenêtres,
peignant les salles en couleurs vives et chaleureuses. Émilie Bonnet, propulsée dans une nouvelle vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer, dirigeait cette transformation avec une assurance grandissante. Chaque matin, elle quittait l'appartement familial, vêtue de ses plus beaux atours, un carnet de notes à la main, la démarche légère malgré les responsabilités qui pesaient sur ses épaules. « Maman a rajeuni de 10 ans », confia un jour Mathilde à son père, alors qu'ils observaient Émilie discourir avec animation devant un groupe d'ouvriers, expliquant précisément comment elle souhaitait que soit aménagée la bibliothèque scolaire. Lucien sourit, une lueur de fierté dans le regard. « Elle a retrouvé sa vocation, ma chérie. Ta mère a toujours été une enseignante dans l'âme. Le destin lui offre une seconde chance. » Mathilde, quant à elle, partageait son temps entre l'usine, où elle continuait d'apprendre auprès de son père et de Marcel, et l'école en devenir, où elle assistait sa mère dans 1000 tâches, trier les livres offerts par M. Rochambeau, organiser les fournitures, réfléchir aux méthodes pédagogiques les plus adaptées aux enfants d'ouvriers. Un matin d'août particulièrement ensoleillé, alors que Mathilde aidait à installer des pupitres dans une des salles de classe, elle entendit un bruit de voix inhabituel. En se penchant par la fenêtre, elle aperçut M. Rochambeau qui descendait d'une automobile luxueuse. À ses côtés marchait une jeune fille d'environ 16 ans, grande et élancée, aux longs cheveux châtains retenus par un ruban de soie. Elle regardait autour d'elle avec une curiosité mêlée d'appréhension. Le cœur de Mathilde fit un bond. Ce ne pouvait être que Claire, la fille de l'industriel. Elle avait donc accepté de revenir vivre avec son père. Sans prendre le temps de prévenir quiconque, Mathilde dévala les escaliers et se précipita dans la cour. Elle s'arrêta net en voyant père et fille engagés dans une conversation qui semblait tendue. « Ce n'est pas du tout comme je l'imaginais », disait Claire, son regard critique balayant les bâtiments de l'usine. « Tu m'avais dit que c'était devenu un lieu inspirant. Laisse-moi te montrer l'intérieur », répondait patiemment Rochambeau. « Les changements les plus importants ne sont pas toujours visibles de l'extérieur. Comme toi, tu veux dire. » Le ton était sceptique, presque accusateur. « Mère dit que tu prétends avoir changé, mais elle n'y croit pas une seconde. Elle dit que c'est juste une stratégie commerciale. » Le visage de l'industriel se rembrunit. « Ta mère a ses raisons d'être méfiante, Claire. Je lui ai donné suffisamment de motifs par le passé, mais je t'assure que cette fois, c'est différent. » Mathilde hésitait à s'approcher, consciente d'assister à un échange privé. Mais comme si un sixième sens l'avait averti de sa présence, Rochambeau se tourna vers elle et son expression s'éclaira immédiatement. « Ah, Mathilde, viens, je veux te présenter quelqu'un. » Elle s'avança timidement, lissant machinalement sa robe simple, soudain consciente du contraste avec la tenue élégante de Claire. « Claire, voici Mathilde Bonnet, dont je t'ai tant parlé dans mes lettres. »« Mathilde, ma fille Claire. » Les deux filles s'observèrent avec curiosité. Claire était l'image même de la sophistication parisienne, avec son teint de porcelaine et sa posture gracieuse. Ses yeux, cependant, reflétaient la même intensité que ceux de son père, scrutant Mathilde comme pour percer un mystère. « Enchantée, » dit finalement Claire, avec une politesse distante. « Moi aussi, » répondit Mathilde en esquissant une petite révérence maladroite. « Votre père nous a beaucoup parlé de vous. Il est si heureux que vous soyez revenu. » Quelque chose vacilla dans le regard de Claire, une émotion fugace, vite réprimée. « Je ne suis là que pour 2 semaines. Pour voir ces fameux changements de mes propres yeux. »« 2 semaines, c'est un bon début, » intervint Rochambeau avec optimisme. « Mathilde, voudrais-tu faire visiter l'école à Claire pendant que je règle quelques affaires avec les entrepreneurs ?» Mathilde acquiesça, à la fois intimidée et excitée par cette responsabilité. Claire, en revanche, semblait moins enthousiaste. « Une école ? Dans une usine. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais entendue. »« C'est bien plus qu'une simple école, » répondit Mathilde avec conviction. « C'est un lieu où les enfants des ouvriers pourront apprendre et rêver, comme tous les autres enfants. » Claire haussa un sourcil, intriguée malgré elle par cette petite fille qui s'exprimait avec tant d'assurance. Tandis que Rochambeau s'éloignait, Mathilde guida Claire à travers les couloirs en pleine métamorphose. Elle lui montra les salles de classe presque achevées, la cantine lumineuse, la bibliothèque où s'alignaient déjà des centaines de volumes. « Et ici, » dit-elle en ouvrant une porte, « ce sera le laboratoire de sciences. Monsieur Rochambeau a commandé des microscopes, des squelettes articulés, et même un planétarium mécanique. » Pour la première fois, un véritable intérêt s'alluma dans les yeux de Claire. « Un planétarium ? Vraiment ? Vous aimez l'astronomie ?» demanda Mathilde.
J'adore, avoua Claire, un sourire illuminant enfin son visage. À Paris, j'allais souvent à l'observatoire avec mon professeur de sciences. Elles passèrent l'heure suivante à discuter d'étoiles et de planètes, la réserve initiale de Claire fondant progressivement face à l'enthousiasme contagieux de Mathilde. Lorsqu'elles croisèrent Émilie Bonnet, la jeune Parisienne fut visiblement impressionnée par le professionnalisme et la vision claire de la nouvelle directrice. « Votre école est vraiment différente », admit Claire, alors qu'elle regagnait la cour principale. « Je n'avais jamais imaginé qu'on puisse enseigner autrement que dans les pensionnats stricts comme le mien. L'école Rochambeau sera un lieu où chaque enfant pourra développer ses talents, quels qu'ils soient, expliqua Mathilde. Votre père dit que le génie peut naître n'importe où et qu'il suffit de lui donner sa chance. » Claire s'arrêta et regarda Mathilde avec une intensité nouvelle. « Il a vraiment changé, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'une façade ?»« Il a changé, » confirma Mathilde avec simplicité, « comme les saisons changent, lentement, mais sûrement. » Claire sembla méditer ces paroles. Avant qu'elle ne puisse répondre, elles furent interrompues par l'arrivée d'une élégante automobile noire. Un homme distingué d'une quarantaine d'années en descendit, accompagné d'une femme à l'allure sophistiquée. « Monsieur et Madame Valmont, » murmura Claire à l'oreille de Mathilde, « les plus importants actionnaires des usines Rochambeau, après mon père, et les plus conservateurs aussi. » Les Valmont s'avancèrent vers elle, leur visage exprimant une désapprobation à peine voilée en observant les transformations en cours. « Mademoiselle Rochambeau !» salua Monsieur Valmont avec une politesse glaciale. « Quelle surprise de vous voir ici. Votre père ne nous avait pas mentionné votre visite. Je suis arrivé ce matin même de Paris, » répondit Claire, retrouvant instantanément sa posture distante et aristocratique. « Et qui est cet enfant ?» demanda Madame Valmont, son regard condescendant posé sur Mathilde. « Mathilde Bonnet, » répondit Claire avant que la petite fille ne puisse ouvrir la bouche. « La protégée de mon père et l'inspiratrice de tous ces changements que vous observez. » Le ton de Claire était neutre, mais Mathilde perçut une nuance protectrice qui la surprit et la toucha. « Ah oui, la fameuse petite ouvrière miracle, » dit M. Valmont avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Celle qui a fait perdre la raison à Étienne. » Mathilde sentit son cœur se serrer. « Monsieur Rochambeau a toute sa raison, monsieur, » dit-elle avec courage. « Il voit simplement plus loin que beaucoup d'autres. » Le sourire de Valmont se figea. Quelle impertinence! C'est ce genre d'attitude que votre père encourage désormais, Claire. Des enfants d'ouvriers qui s'adressent sans respect à leurs supérieurs? Je ne vois aucun manque de respect, intervint une voix forte derrière eux. Juste une vérité que certains trouvent difficile à entendre. Rochambeau se tenait là, droit et imposant, une lueur déterminée dans le regard. Henri, Béatrice, quelle surprise! Vous n'étiez pas attendus avant le conseil d'administration de la semaine prochaine. Nous avons entendu des rumeurs troublantes, répondit Valmont, se redressant pour faire face à l'industriel. Des folies de grandeur, des dépenses inconsidérées, des projets sociaux utopiques. Nous avons cru bon de venir constater par nous-mêmes. « Et qu'avez-vous constaté ?» demanda calmement Rochambeau. « Que les rumeurs étaient en deçà de la réalité, » s'exclama Madame Valmont. « Une école dans une usine, des augmentations de salaire généralisées, une participation aux bénéfices. C'est de la pure folie, Étienne. Les actionnaires ne l'accepteront jamais. »« Les actionnaires n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont je gère mon entreprise, » répliqua Rochambeau. « J'en suis toujours l'actionnaire majoritaire. »« Plus pour longtemps, peut-être » dit Valmont avec un sourire mauvais. « Nous avons parlé aux autres. Une assemblée extraordinaire sera convoquée. Vos excentricités coûteuses seront examinées à la loupe et, si nécessaire, vous serez mis en minorité. » Le visage de Rochambeau pâlit légèrement, mais sa voix resta ferme. « Faites ce que vous jugez nécessaire, Henri, mais sachez que je me battrai jusqu'au bout pour ma vision. » Les Valmont échangèrent un regard satisfait, comme s'ils avaient obtenu exactement la réaction qu'ils espéraient. Avec un salut glacial, ils regagnèrent leur automobile et disparurent dans un nuage de poussière. Un silence pesant s'installa. Claire regardait son père avec une expression indéchiffrable, mélange d'inquiétude et de curiosité nouvelle. « Ils peuvent vraiment te faire perdre le contrôle de ton entreprise ?» demanda-t-elle finalement. Rochambeau soupira. « Théoriquement, oui. Si tous les autres actionnaires s'allient contre moi, ils pourraient m'imposer un conseil d'administration hostile, bloquer mes projets, voire me forcer à démissionner de mon poste de directeur général. »« Mais c'est injuste !» s'écria Mathilde. « Tout ce que vous faites, c'est aider les gens, rendre l'usine meilleure. » L'industriel lui sourit avec tendresse. « La justice et les affaires ne font pas toujours bon ménage, ma petite.
Les Valmont et leurs alliés ne voient que des chiffres, des profits à court terme. Ils ne comprennent pas qu'investir dans l'humain, c'est aussi garantir la prospérité future de l'entreprise. Alors que vas-tu faire? Interrogea Claire et Mathilde fut surprise de détecter une véritable préoccupation dans sa voix. Je vais me battre, répondit simplement Rochambeau, avec toutes les armes à ma disposition. Les jours suivants furent tendus. Rochambeau passait des heures au téléphone, enchaînait les réunions avec avocats et conseillers financiers. L'assemblée extraordinaire des actionnaires avait été fixée au jeudi suivant, ne lui laissant qu'une semaine pour préparer sa défense. Mathilde, impuissante face à ces manœuvres d'adulte qu'elle ne comprenait qu'à moitié, redoublait d'efforts pour aider à la préparation de l'école. Contre toute attente, Claire se joignit à elle, apportant son aide pour classer les livres de la bibliothèque et organiser le futur laboratoire de sciences. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda un jour Mathilde, alors qu'elles peignaient ensemble une carte du monde sur le mur d'une salle de classe. « Je croyais que vous ne deviez rester que 2 semaines. » Claire posa son pinceau et contempla leur œuvre. « Je ne sais pas exactement, » admit-elle. « Peut-être pour comprendre ce qui a transformé mon père. Ou peut-être parce que, pour la première fois, je vois qu'il se bat pour quelque chose qui en vaut la peine. » Un lien subtil se tissait entre les deux filles, transcendant leurs différences d'âge et de milieu. Claire commençait à voir en Mathilde non pas la cause d'un changement inexplicable chez son père, mais une alliée, presque une amie. La veille de l'assemblée des actionnaires, Rochambeau réunit dans son bureau Lucien, Émilie, Mathilde et Claire. Son visage était grave mais déterminé. « J'ai fait le tour de mes options », annonça-t-il sans préambule. « Les Valmont ont bien manœuvré. Ils ont convaincu suffisamment d'actionnaires pour me mettre en difficulté. N'y a-t-il vraiment rien à faire ?» demanda Émilie, inquiète pour l'avenir de l'école à laquelle elle avait consacré tant d'énergie. « J'ai une solution, » répondit Rochambeau, « mais elle est radicale. Je vais vendre une partie de mes propriétés personnelles pour racheter les parts des actionnaires hostiles. »« Vendre vos propriétés ?» s'exclama Lucien. « Mais c'est votre patrimoine. »« Un patrimoine n'a de valeur que s'il sert à quelque chose de bien, » répliqua l'industriel avec un sourire serein. « J'ai déjà contacté des acheteurs pour ma villa à Nice et mes terres en Bourgogne. Cela devrait me permettre de racheter environ 15% des actions, suffisamment pour conserver la majorité. » Claire regardait son père avec stupéfaction. « La villa de Nice? Mais tu l'adorais. Nous y passions tous nos étés quand j'étais petite. »« Ce ne sont que des murs, ma chérie, » répondit doucement Rochambeau. « Les souvenirs, eux, restent dans nos cœurs. Et puis je préfère sacrifier une maison de vacances plutôt que l'avenir de centaines d'enfants qui méritent une chance. » Mathilde observait cet échange, émue par le sacrifice de l'industriel. Elle comprenait maintenant la profondeur de sa transformation. Ce n'était pas un simple caprice ou une stratégie commerciale, comme l'avait suggéré l'ex-femme de Rochambeau, mais une véritable conversion du cœur. « Je vous aiderai, » déclara soudain Claire, surprenant tout le monde, y compris elle-même. « J'ai hérité de ma grand-mère maternelle. Ce n'est pas énorme, mais cela pourrait aider à racheter quelques actions supplémentaires. » Rochambeau regarda sa fille avec émotion. « Claire, je ne peux pas accepter cela. C'est ton héritage, ton indépendance. Et c'est mon choix, » affirma-t-elle avec une assurance nouvelle. « Pour la première fois depuis des années, je vois en toi le père dont je me souvenais, celui qui me lisait des histoires et m'expliquait comment fonctionnent les étoiles. Je veux aider ce père-là à accomplir quelque chose de bien. » Des larmes brillèrent dans les yeux de l'industriel. Il ouvrit ses bras et, après une brève hésitation, Claire s'y blottit. Mathilde détourna pudiquement le regard de ses retrouvailles intimes, mais son cœur débordait de joie. « Très bien, » dit finalement Rochambeau en s'écartant doucement de sa fille. « Demain, nous affronterons ensemble cette assemblée. Et quoi qu'il arrive, nous saurons que nous avons fait ce qui était juste. » Alors qu'ils quittèrent le bureau, Mathilde sentit la main de Claire se glisser dans la sienne. La jeune fille se pencha vers elle et murmura « Merci, Mathilde, pour mon père, pour l'école, pour tout. »« Je n'ai rien fait de spécial, » protesta Mathilde. « Tu as fait bien plus que tu ne le crois, » répondit Claire avec un sourire complice. « Tu as réparé notre famille, comme tu as réparé cette machine allemande, avec intelligence, courage et cœur. » Ces mots touchèrent Mathilde plus profondément que tous les compliments qu'elle avait pu recevoir jusqu'alors. Car au-delà des machines et des bâtiments, elle comprenait maintenant que la plus belle réparation était celle des liens humains brisés. L'aube se levait sur Lyon, teintant de rose les eaux de la Saône et les façades ocres des immeubles historiques. Dans l'appartement des Bonnets, l'atmosphère était électrique. Mathilde,
réveillé bien avant la sonnerie de son réveil, contemplait par la fenêtre la silhouette de l'usine Rochambeau qui se détachait au loin. Aujourd'hui se jouait l'avenir de tout ce qu'ils avaient construit ces derniers mois. « Tu es déjà debout, ma chérie ?» demanda Émilie en entrant dans la chambre, elle-même habillée et coiffée malgré l'heure matinale. « Je n'arrivais pas à dormir, » avoua Mathilde. « J'ai peur pour Monsieur Rochambeau, pour l'école, pour tout. » Émilie s'assit sur le bord du lit et prit les mains de sa fille. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous devons nous rappeler que les miracles ont déjà eu lieu. Il y a quelques mois, nous étions au bord du gouffre, ton père blessé, sans emploi, et regarde où nous en sommes maintenant. » Mathilde acquiesça, trouvant un certain réconfort dans ses paroles. « Monsieur Rochambeau va vraiment vendre ses maisons pour sauver l'usine ?»« Il semblerait que oui, » répondit Émilie. « C'est un sacrifice immense, mais cela montre à quel point il est sincère dans sa transformation. Et Claire, croyez-vous qu'elle va vraiment l'aider avec son héritage ?» Un sourire énigmatique flotta sur les lèvres d'Émilie. Cette jeune fille m'a surprise. Sous ses airs de Parisienne sophistiquée se cache un cœur généreux, très semblable à celui de son père. Du moins, tel qu'il est devenu. Elles furent interrompues par Lucien qui les appelait depuis la cuisine. « Le petit déjeuner est prêt et nous avons de la visite. » Intriguées, mère et fille se précipitèrent dans la pièce principale pour y découvrir Marcel, le mécanicien de l'usine, attablé devant une tasse de café, l'air à la fois excité et mystérieux. « Bonjour Mathilde, » la salua-t-il avec un clin d'œil. « J'ai une surprise pour vous tous. »« Une surprise ?» répéta Mathilde perplexe. « Hier soir, après votre départ de l'usine, les ouvriers se sont réunis, » expliqua Marcel. « Nous avons discuté de la situation, de l'assemblée des actionnaires, de tout ce que M. Rochambeau a fait pour nous ces derniers mois, et nous avons pris une décision. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe épaisse qu'il posa sur la table. Voici les économies de toute une vie pour certains d'entre nous. Pour d'autres, c'est l'argent mis de côté pour les études des enfants ou pour agrandir la maison. Au total, cela représente une somme considérable. Lucien ouvrit l'enveloppe avec précaution et en sortit des liasses de billets et plusieurs carnets de caisse d'épargne. Ses yeux s'écarquillèrent. « Marcel, c'est presque 200 000 francs, compléta fièrement le mécanicien. Offert par les ouvriers et leurs familles pour aider M. Rochambeau à racheter des actions et à garder le contrôle de son entreprise. » Émilie porta une main à sa bouche, bouleversée. « Mais c'est une fortune pour ces familles. Comment peuvent-elles se permettre un tel sacrifice ?»« Ce n'est pas un sacrifice, » corrigea Marcel avec conviction. « C'est un investissement dans notre avenir commun. Avant, nous travaillions pour enrichir des actionnaires invisibles qui ne se souciaient pas de nous. Maintenant, nous voulons travailler pour une entreprise qui nous respecte, qui nous offre de meilleures conditions, qui éduque nos enfants. » Mathilde, les larmes aux yeux, regardait cette manifestation concrète de solidarité. « Monsieur Rochambeau va être tellement ému. Nous comptons sur vous pour lui remettre cette enveloppe, juste avant l'assemblée, » dit Marcel en se levant. « Je dois retourner à l'usine maintenant. Les gars attendent des nouvelles. » Après son départ, la famille Bonnet resta silencieuse un moment, contemplant l'enveloppe qui représentait tant d'espoir et de confiance. « Nous devrions nous préparer, » dit finalement Lucien. « La journée sera longue et intense. » À 9 heures précises, ils se présentèrent à l'imposant siège administratif des usines Rochambeau, un bâtiment belle époque au cœur de Lyon. Contrairement à l'usine, avec ses briques rouges et ses cheminées, ici tout n'était que marbre, boiseries précieuses et lustres en cristal. Dans le hall, ils retrouvèrent Claire qui faisait les 100 pas, élégante dans un tailleur bleu marine, qui lui donnait une allure professionnelle malgré son jeune âge. « Papa est déjà à l'intérieur », les informa-t-elle après les salutations d'usage. Il s'entretient avec ses avocats et conseillers. « L'assemblée commence dans 1 heure. Nous devons absolument le voir avant, » insista Mathilde, serrant contre elle l'enveloppe confiée par Marcel. « C'est très important. » Claire les guida à travers des couloirs luxueux jusqu'à une salle de conférence où Rochambeau, entouré d'hommes en costume sombre, étudiait des documents avec concentration. Il leva la tête à leur entrée et son visage s'illumina malgré la tension évidente. « Vous êtes venus, » dit-il simplement, mais sa voix trahissait son émotion. « Nous ne pouvions pas vous laisser affronter cela seul, » répondit Émilie avec chaleur. « Monsieur Rochambeau, » intervint Mathilde en s'avançant, « nous avons quelque chose pour vous. De la part de tous les ouvriers de l'usine. » Elle lui tendit l'enveloppe avec solennité. L'industriel la prit intrigué et l'ouvrit. Son expression passa de la surprise à l'incrédulité, puis à une émotion profonde qui fit briller ses yeux. « C'est impossible, »
murmura-t-il en feuilletant les carnets d'épargne. Comment ont-ils pu? Ils croient en vous, expliqua simplement Mathilde. En votre vision, en ce que vous essayez de construire. Ils veulent en faire partie. Rochambeau dut s'asseoir, visiblement bouleversé. Toute ma vie, dit-il d'une voix tremblante, j'ai cherché le respect à travers la crainte et l'autorité, et voilà que je le trouve finalement à travers la confiance et la bienveillance. Il se ressaisit et se tourna vers son conseiller financier. Combien d'actions supplémentaires cela nous permettra-t-il d'acquérir? Environ 7% du capital, calcula rapidement l'homme après avoir examiné le contenu de l'enveloppe. Ce qui, ajouté à ce que vous pouvez mobiliser personnellement et à la contribution de Mademoiselle Claire, vous assurerait une majorité confortable. Rochambeau hocha la tête, déterminé. Parfait. Contactez immédiatement notre courtier. Je veux que ces achats soient effectués avant l'ouverture de l'Assemblée. 1 heure plus tard, la grande salle du Conseil était pleine à craquer. D'un côté, les Valmont et leurs alliés, visages fermés et regards hostiles. De l'autre, Rochambeau entouré de sa fille, des bonnets et de quelques actionnaires fidèles. Au fond de la salle, une délégation d'ouvriers menée par Marcel s'était invitée, créant un murmure désapprobateur parmi les financiers traditionnels. Henri Valmont ouvrit la séance avec une attaque frontale. « Chers collègues actionnaires, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la gestion préoccupante d'Étienne Rochambeau, qui semble avoir perdu tout sens des réalités économiques. Ses projets pharaoniques et ses largesses irresponsables menacent directement la rentabilité de notre investissement. » Il poursuivit son réquisitoire pendant près d'une demi-heure, énumérant chaque initiative de Rochambeau comme autant de preuves d'une folie dispendieuse. L'augmentation des salaires, la participation aux bénéfices, le dispensaire médical et bien sûr l'école. Cette prétendue école, railla-t-il, absorbe des capitaux qui devraient être investis dans la modernisation de nos équipements ou distribués en dividendes. À quoi bon éduquer les enfants d'ouvriers qui, de toute façon, suivront les traces de leurs parents à la chaîne de production? Un murmure indigné parcourut les rangs des ouvriers, mais Rochambeau leur fit signe de rester calme. Enfin, conclut Valmont, nous demandons un vote de défiance envers Étienne Rochambeau et son remplacement à la tête de l'entreprise par un directoire plus responsable. Quand vint son tour de parler, Rochambeau se leva lentement. Contrairement à son habitude, il ne se dirigea pas vers la tribune, préférant rester au milieu de l'Assemblée, proche de tous. « Mes chers actionnaires, mes chers collaborateurs, commença-t-il d'une voix posée, Henri Valmont a parlé d'économie, de rentabilité, de dividendes, des mots qui, pendant longtemps, ont été les seuls à guider mes décisions. Il fit une pause, balayant l'Assemblée du regard. J'ai construit cette entreprise de mes mains, l'ai développée jusqu'à en faire l'une des plus importantes de notre région. Pendant des années, j'ai cru que le succès se mesurait uniquement en chiffres, en parts de marché, en bénéfices. J'avais tort. Un murmure surpris parcourut l'assistance. Rochambeau, l'homme d'affaires impitoyable, reconnaissant une erreur. Le véritable succès d'une entreprise, poursuivit-il, réside dans sa capacité à créer de la valeur. Pas seulement pour ses actionnaires, mais pour tous ceux qu'elle touche, ses employés, leurs familles, la communauté dans laquelle elle s'inscrit. Il sortit de sa poche un petit carnet usé. Ce carnet appartenait à mon père, un simple ouvrier. Il y notait ses rêves pour son fils, une éducation, un avenir meilleur, une vie digne. J'ai réalisé ses rêves, mais en chemin, j'ai oublié d'où je venais. Son regard se posa sur Mathilde. Il a fallu qu'une enfant de 8 ans me rappelle les valeurs essentielles, le courage, la loyauté, la compassion, des valeurs qui, loin d'être des obstacles au succès économique, en sont les véritables moteurs. Il se tourna ensuite vers les délégués ouvriers. Ces hommes et ces femmes ne sont pas de simples rouages dans une machine. Ce sont des êtres humains avec des compétences, des idées, des aspirations. En investissant dans leur bien-être, dans leur formation, dans l'éducation de leurs enfants, nous n'augmentons pas seulement leur productivité. Bien que cela soit déjà le cas, comme le montrent nos derniers chiffres. Nous créons une communauté d'intérêt, une entreprise où chacun se sent valorisé et impliqué. Il sortit alors plusieurs graphiques qu'il fit circuler. Voyez par vous-même, depuis l'instauration des nouvelles mesures, l'absentéisme a chuté de 60%. La productivité a augmenté de 23%. Le nombre d'accidents du travail a été divisé par 3. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les résultats tangibles d'une politique humaine et visionnaire. Henri Valmont se leva, visiblement agacé. Ces chiffres sont manipulés, et même s'ils étaient vrais, ils ne compensent pas les coûts exorbitants de vos projets sociaux. Parlons justement de ces coûts.
répliqua calmement Rochambeau. L'école que vous dénigrez coûtera effectivement cher à construire et à faire fonctionner. Mais avez-vous calculé le retour sur investissement à long terme? Des ouvriers mieux formés, plus qualifiés, des innovations venant de ceux qui connaissent intimement nos processus de production, une fidélité accrue à l'entreprise, réduisant les coûts de recrutement et de formation. Il s'approcha de Valmont, le regardant droit dans les yeux. Vous parlez comme si notre seule responsabilité était envers les actionnaires. Mais une entreprise a des responsabilités envers tous ceux qui contribuent à son succès. C'est cette vision que je défends aujourd'hui. Valmont eut un sourire méprisant. De beaux discours, Étienne. Mais ce sont les votes qui décideront, pas la rhétorique. Et selon nos calculs, nous avons une confortable majorité. Vos calculs sont obsolètes, intervint Claire en se levant à son tour. Ce matin même, mon père a acquis des actions supplémentaires, avec mon soutien financier et celui des ouvriers de l'usine. Des ouvriers achetant des actions? S'exclama Madame Valmont, incrédule. C'est ridicule. Pas du tout, rétorqua Claire avec assurance. C'est l'avenir. Une entreprise où chacun est partie prenante, du plus humble balayeur jusqu'au plus important actionnaire. Le conseiller juridique de Rochambeau s'avança, documents en main. Ces acquisitions ont été dûment enregistrées ce matin. Monsieur Rochambeau détient désormais 53% des actions, soit la majorité absolue. Un silence stupéfait s'abattit sur l'Assemblée, suivi d'une explosion de joie du côté des ouvriers. Henri Valmont, livide, se rassit lourdement. Cette assemblée extraordinaire n'a donc plus lieu d'être, conclut Rochambeau. Toutefois, puisque nous sommes tous réunis, j'aimerais soumettre au vote un nouveau projet. La transformation des usines Rochambeau en société coopérative, où chaque employé deviendrait actionnaire, avec droit de vote aux assemblées générales. Les Valmont et leurs alliés quittèrent la salle avant même la fin de la proposition, comprenant que leur pouvoir venait de s'effondrer définitivement. Les autres actionnaires, impressionnés par la vision et la détermination de Rochambeau, restèrent pour en discuter les modalités. Mathilde observait tout cela avec un mélange d'émerveillement et de fierté. Cette victoire, c'était aussi la sienne. Non pas qu'elle cherchât la reconnaissance, elle était bien trop modeste pour cela, mais elle comprenait que ses actions avaient déclenché une réaction en chaîne dont les effets positifs se feraient sentir bien au-delà de sa propre famille. 2 mois plus tard, sous un soleil radieux de septembre, l'école Rochambeau ouvrait officiellement ses portes. Dans la cour pavée, décorée de guirlandes et de fleurs, 100 enfants en uniforme neuf attendaient avec impatience de découvrir ce lieu d'apprentissage unique en son genre. Sur l'estrade, Émilie Bonnet, rayonnante dans son tailleur de directrice, prononçait un discours émouvant sur l'importance de l'éducation et les opportunités qu'elle créait. À ses côtés, M. Rochambeau, plus serein et épanoui que jamais, contemplait avec fierté cette réalisation concrète de sa nouvelle vision. Mathilde, vêtue elle aussi de l'uniforme de l'école, se tenait légèrement en retrait. Elle n'était plus l'apprentie spéciale de l'industriel, mais simplement une élève parmi d'autres, bien que tous sachent qu'elle était bien plus que cela. Claire, qui avait finalement décidé de s'installer définitivement à Lyon avec son père, s'approcha de la petite fille. « Nerveuse pour ton premier jour ?»« Un peu, avoua Mathilde. C'est étrange d'être juste une élève après tout ce qui s'est passé. »« Tu ne seras jamais juste une élève, » sourit Claire. « Tu es celle qui a tout déclenché, la petite fille qui a réparé bien plus qu'une machine. » Elles furent rejointes par Lucien, désormais directeur technique de toute l'usine, un poste créé spécialement pour valoriser ses compétences exceptionnelles. « Regarde, » dit-il à sa fille en désignant l'entrée de l'école. Au-dessus du portail en fer forgé, une plaque en bronze venait d'être dévoilée. On pouvait y lire « École Rochambeau, là où chaque enfant peut réparer le monde ». Mathilde sentit son cœur se gonfler d'émotion en comprenant le message caché dans cette devise. Monsieur Rochambeau s'approcha d'elle et lui prit doucement la main. « Je te dois tout, Mathilde, » dit-il à voix basse. « Non seulement la renaissance de mon entreprise, mais aussi la renaissance de mon âme. »« Vous vous trompez, monsieur, » répondit-elle avec sagesse. « Ce n'est pas moi qui ai changé les choses. C'est vous qui avez choisi de changer, d'écouter votre cœur. J'ai peut-être ouvert une porte, mais c'est vous qui avez décidé de la franchir. » L'industriel sourit, touché par cette analyse perspicace. « Tu as raison, comme toujours. Mais sans toi, je n'aurais même pas vu cette porte. » Il se tourna vers l'assemblée des enfants, parents et ouvriers, réunis pour l'occasion. « Nous avons tous en nous le pouvoir de réparer ce qui est brisé, qu'il s'agisse d'une machine, d'un cœur ou d'un système entier.
L'essentiel est d'avoir le courage d'essayer. La cloche de l'école retentit pour la première fois, son timbre clair se répandant comme une promesse dans l'air matinal. Mathilde serra une dernière fois la main de M. Rochambeau, puis rejoignit ses nouveaux camarades qui se dirigeaient vers les salles de classe. Une nouvelle ère commençait, non seulement pour l'usine Rochambeau, mais pour toute la communauté qu'elle faisait vivre. Une ère fondée sur le respect, la dignité et la conviction profonde que chaque être humain, qu'il soit riche ou pauvre, âgé ou jeune, mérite une chance de développer pleinement son potentiel. Et tout avait commencé avec une petite fille de 8 ans qui avait refusé d'accepter l'injustice et avait eu le courage de croire qu'elle pouvait faire la différence.